Je ne peux pas tout vous raconter. J'ai commencé à faire des photocopies des articles de Vallon il y a 50 ans. Bon, et puis il y a eu des étapes et des péripéties. L'œuvre actuellement publiée et disponible d'Henri Vallon, le plus grand psychologue français, avoisinerait les quelques 5200 pages, totalisant les 10 livres, à côté de 2570 pages totalisant environ 318 textes courts, articles, conférences et autres interventions. Ces 318 textes courts ont été republiés tout récemment, en 2015, aux éditions L'Harmattan, ceci à côté de 4 sur 10 des livres qui manquaient, 6 seulement étant disponibles au PUF et chez Armand Collin. L'inventaire précieux mené par mesdames Thérèse Charmasson, Stéphanie Méchine et Françoise Parot sur le fonds AP 260 Henri Vallon indiquerait, du fait d'un pointage nouveau fait par moi-même dans les années 2010 à peu près, qu'il resterait 84 textes formant un total d'environ 800 pages à exhumer du fonds 360 AP. Ces textes sont indiqués par l'inventaire comme composés d'un certain nombre de pages dactylographiées, avec le cycle PD. La nouvelle édition 2015 des Écrits de Vallon produit la liste de ces textes à la fin du tome 1. Il y en a 7. Pages 592 à 480, pages 592 à 595, avec une numérotation provisoire faite par moi-même allant de 319 à 402. Ces textes sont datés de 1933 à 1956 pour 44 d'entre eux, alors que les 40 autres sont indiqués sans date, avec le cycle SD. Alors là, je n'ai pas tout publié, il y a des manques. J'ai passé plusieurs semaines armé de l'inventaire de mesdames Charmasson, Méchine et Parot à inventorier les 30 boîtes du fonds AP de 260, et je pense pouvoir dire en conscience qu'il ne reste rien à identifier encore en fait d'écrits vraiment importants en matière de psychologie et de pédagogie scientifique s'entend. En somme, compte tenu de ces 800 pages dont il a été question, l'œuvre d'Henri Vallon comprendrait 5200 plus 800, 6000 pages environ. Ce qui veut dire que 87% de l'œuvre de Vallon serait aujourd'hui accessible au public et que 13% dormirait encore dans les cartons du fonds AP 360. Ce 87% est tout de même un assez beau chiffre si l'on tient compte du fait que tout juste avant la réédition de 2015, la proportion des œuvres de Vallon effectivement disponibles se situait environ à 45% du nombre de pages, compte tenu aussi du fait que, à propos de ces pages, celles de la plupart des articles n'étaient plus disponibles sur papier, mais seulement en ligne, EL. Il faudrait donc 3 à 4 mois de travail à un jeune chercheur en psychologie en mal de doctorat pour photographier les documents identifiés et classés à la fin de mon tome 1 de la nouvelle édition des Heures, pages 492 à 495. Né en 1935, je ne m'estime plus d'un âge à être capable de faire moi-même ce travail, somme toute, purement matériel. Le fait que ces documents soient dactylographiés indique probablement que Vallon leur attribuait un niveau de qualité particulier, les destinant à une éventuelle diffusion, voire à une publication. Peut-être certains d'entre eux ont-ils été diffusés à l'époque sous forme de copies dactylographiées. Je n'en sais rien. Vallon n'avait pas besoin de textes dactylographiés pour faire une conférence. Bien que n'étant pas un orateur spectaculaire par les qualités sonores de sa voix, il semble avoir été capable d'un talent d'improvisation remarquable. Souvent, il a prononcé des conférences devant des publics d'enseignants, par exemple, à partir de quelques graffitis difficilement lisibles jetés sur une seule page, dont il ressortait à terme un discours impeccable, directement livrable à l'imprimerie. Plusieurs documents le prouvent. La conférence faite à Bruxelles,
qui occupe 5 pages d'imprimerie. Vallon parle à partir d'une page où il y a quelques graffitis écrits à peu près illisibles. Il improvisait très, très couramment. Et il improvisait comme on écrit un livre. Il parlait comme on écrit un livre. Nul ne sait s'il réécrivait ses conférences avant de les livrer à l'édition. Ça, je n'en sais rien. J'ai plutôt tendance à penser que non. Il y a plusieurs autres choses que je continue à ne pas savoir à propos d'Henri Vallon, le plus grand psychologue français. Je n'ai pas réussi à identifier clairement le lieu où se trouvait la fondation américaine Herold, où Vallon aurait opéré comme médecin neurologue et neuropsychiatre à partir du printemps 1919. S'agissant de savoir s'il s'agit de cet hôpital Herold qui a été intégré avec l'ancien hôpital Brunto dans le nouvel hôpital régional, dans le nouvel hôpital Robert Debré à la porte des Lilas. Guy Vallon m'a parlé aussi de la porte de la Villette. Henri Vallon parle également dans ses textes d'hôpitaux pour blessés nerveux à Garges-les-Gonesse et à Clermont-sur-Oise près de Beauvais. Vous direz que c'est sans conséquence, mais moi j'aimerais savoir. Autre point d'ignorance. Vallon a été en 1919, entre guillemets, chargé à la Sorbonne de conférences sur la psychologie de l'enfant. Les manuscrits préparatoires pour certains cours semblent indiquer que c'était sous la responsabilité du professeur Georges Dumas, qui est dépeint par certains contemporains comme un personnage plutôt autoritaire, sans plus. Vallon n'en parle jamais. Ce terme de chargé de conférence n'indique pas un poste officiel, par exemple d'assistant ou de maître assistant, dont je ne sais même pas s'ils existaient à l'époque, comme lorsque j'ai moi-même débuté dans l'enseignement, mais 45 ans plus tard, en 1964. Il y avait des postes d'assistant et de maître assistant. Quand j'ai débuté, il existait par ailleurs ce que l'on appelait des chargés d'enseignement, qui n'étaient pas des maîtres de conférences titulaires, mais des docteurs plus ou moins en attente d'un accès direct au poste de professeur. En 1919, Vallon mettra encore plusieurs années à finir sa thèse en 1925. Il est possible qu'il ait été recruté comme chargé de conférences à titre plus ou moins bénévole, sans même peut-être être rémunéré. Cela semble s'être fait à l'époque en philosophie avec des agrégés qui venaient du lycée faire des heures hebdomadaires à l'université. On a pu le faire avec un agrégé de philosophie doublé d'un médecin, comme du reste l'était à l'origine Georges Dumas. Je pense que Vallon était confié à la Sorbonne et qu'on ne rémunérait même pas. J'en suis pas sûr, mais c'est très probable. Il est possible, bien qu'aucun document ne le démontre directement, que l'ensemble des activités militantes d'Henri Vallon, sur le plan de la pédagogie dès 1932, puis sur le plan politique de la lutte antifasciste dès les années 1934, ait suscité une certaine méfiance dans le milieu universitaire plutôt très conservateur. Alors, il y a un collègue ce matin qui a tout dit sur ce sujet. Bon. Oui, Henri Vallon est le plus grand psychologue français. Et je n'ai pas dit francophone par rapport à Piaget, dont je n'ai jamais bien su non plus s'il était uniquement suisse ou alors doté de la binationalité. Ça, je ne le sais pas. Les quelques 6000 pages de l'œuvre de Vallon sont comparables au nombre à peu près équivalent des pages de l'œuvre de Freud, 6000 également que prétendait avoir lu en une année Michel Onfray quand il a écrit son Crépuscule d'une idole. Mais l'œuvre de Piaget est bien plus longue, peut-être quelques 20 000 pages, si on tient compte de l'opus collectif des 35 volumes des études d'épistémologie génétique. Bien que plus courte, l'investigation de Vallon est plus complète que celle de Piaget. Mais toutes deux, à mon avis, se complètent étroitement. Vallon étudie surtout ce que l'on pourrait appeler l'aspect littéraire de la pensée verbale de l'enfant, tandis que Piaget analyse l'aspect scientifique de sa pensée logico-mathématique. Vallon est le plus grand psychologue français en ce que l'envergure de ses ailes d'albatros recouvre bien plus que la psychologie de l'enfant. Cette dernière concerne surtout 4 des livres sur 10. Mais les autres livres et les quelques 320 articles que nous connaissons
concerne en réalité tous les champs de la psychologie envisagés dans une perspective encyclopédique. Psychologie génétique expérimentale, psychologie de l'éducation scolaire et pédagogique, orientation scolaire, psychologie pathologique, psychologie générale, psychologie appliquée, psychologie du travail, orientation professionnelle, psychologie différentielle et psychométrie, psychologie sociale, quelques 300 pages touchant à la psychanalyse, psychologie anthropologique, comparée de la mentalité primitive, psychologie esthétique, dessin, filmologie, épistémologie, philosophie, histoire, biographie, réforme de l'enseignement, politique générale, enfin. L'œuvre de Vallon couvre tout cela. Sur la fin de sa carrière, Henri Vallon n'était pas très optimiste. Dès 1936, dans le texte 92.2 des œuvres 3, il avait déjà parlé de l'abandon de l'Espagne, suicide de la France. En janvier 1948, numéro 140, œuvre 4, Vallon se félicite que des classes nouvelles, en conformité avec ses idées, comme avec celles de Jean Zay dès avant la guerre, ont été créées avec la caution du directeur de l'enseignement du second degré. Ceci, bien que le plan Langevin-Vallon n'ait pas été ni jusqu'alors ni par la suite l'objet de la moindre reconnaissance officielle. En 1951, numéro 173 des œuvres 5, alors là, ça ne va plus. Vallon nous avertit que la réforme de l'enseignement est en suspens depuis la Libération, depuis les années 1944-1945, que la pratique des méthodes actives dans les classes nouvelles ne saurait tenir lieu de véritables options. Enfin, il signale que la guerre d'Indochine, qui commence à ce moment-là, rendra impossible l'application du plan Langevin-Vallon. Lorsqu'on dit que le plan Langevin-Vallon influencera durablement l'enseignement français, je dirais plutôt au contraire que c'est parce qu'on l'a mis sous le boisseau que l'enseignement français en est arrivé dans l'état désastreux où il se trouve aujourd'hui. René Zazot écrit dans son livre de 1983, intitulé « Où en est la psychologie de l'enfant ?», page 275, en 1954, d'un trait de plume, le ministre a supprimé la psychologie scolaire. La psychologie scolaire était suspecte aux gens de droite. On nous accusait, Vallon et moi-même, de distiller le communisme dans les écoles. Un peu plus tard, peu avant sa disparition, en 1961, Vallon disait qu'il voyait la psychologie française à entrer dans un tunnel. Eh bien, c'est ce qui est arrivé dans les décennies qui ont suivi. C'est arrivé ensuite pour la pensée marxiste, puis pour la psychanalyse, et enfin pour l'ensemble de la philosophie française. Et voilà où nous en sommes. Et voilà, docteur, pourquoi votre fille est muette. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'avais quelques questions d'ignorance à poser. Où est passé le matériel médical que Vallon utilisait à l'INOP ? Il y avait l'appareil à mesurer le tonus. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il y a des endroits où ces appareils se trouveraient ? Autre question que j'ai déjà posée, j'ai vu aux éditions sociales un journal quotidien d'Henri Vallon, dont j'ai vu un exemplaire. Il paraît qu'il en existerait d'autres. Je ne savons pas très bien où il se trouve. Et enfin, dernière question que j'ai posée ce matin, est-ce qu'on a enregistré un jour la voix d'Henri Vallon ? Est-ce qu'on connaît la voix d'Henri Vallon ? Tout le monde dit qu'il n'était pas un grand orateur. Il a été candidat à la députation dans le 16e arrondissement et les spectateurs disent qu'il ne faisait pas un effet extraordinaire, mais il improvisait très bien. Voilà.